Et on a tout dit ici. Oh là là, je reconnais tout le monde. Je vois des étudiants, des anciens étudiants qui sont là, des collègues. Donc merci à tous. Mais effectivement, je suis maintenant professeure des universités en histoire de l'art et avec de multiples casquettes depuis peu, puisque je suis aussi président du comité scientifique du Lauréat et président de l'association d'histoire de l'art des Outre-mer. Voilà. J'étais cette semaine pour la Biennale Révélation au Grand Palais en tant que co-commissaire du banquet Outre-mer. J'en parle parce que c'est important. C'est pour la visibilité de nos Outre-mer, de l'histoire de l'art, des artistes, du passé et du présent, et surtout pour nos étudiants. On voit quelques-uns dans la salle, voilà, qui ont besoin aussi d'être encouragés dans leurs travaux en histoire de l'art. Qu'on soit en Guadeloupe, Martinique, mais dans d'autres aussi territoires d'outre-mer, comme Tahiti, la Réunion, la Guyane, etc. Et notre banquet, c'était le premier dialogue anti-Polynésie. Voilà, je ferme la parenthèse pour vous raconter une histoire un peu plus sombre. Alors, déjà, l'affaire Ange-Soleil, comme vous le voyez, alors, le gros titre, Ange-Soleil, effectivement, ça fait rêver. Le sous-titre, un peu moins. En fait, c'est un polar, mais c'est surtout une histoire vraie, puisqu'il s'agit d'un crime qui a été très médiatisé dans l'année 1935. On découvre le corps le 20-21 février 1935. Voilà, alors je vais expliquer tout à l'heure comment j'en suis arrivée à écrire ce polar. En fait, je vais le dire de suite. Donc en fait, étant historienne de l'art, je travaille sur l'histoire de l'art des Antilles et plus particulièrement de la présence des artistes antillais à Paris depuis le XVIIIe siècle, alors plutôt la peinture. Donc voilà, donc je remonte à Guillaume le Thiers et jusque la Seconde Guerre mondiale. Mais mon cœur de travail, c'est vraiment l'entre-deux-guerres, puisque c'est là où il y a une vraie communauté d'artistes. Et un événement marquant, politique, c'est ce qu'on appelle le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France. C'est une grande exposition coloniale qui a eu lieu de octobre 1935 à, on va dire, février 1936. C'est une espèce d'exposition coloniale répartie à Paris, dans l'Hexagone, surtout dans les villes portuaires, mais surtout en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, pour fêter les 300 ans du rattachement des Antilles à la France. Donc vraiment une exposition de propagande, mais qui va chanter, louer les Antilles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu majeur qui se construit dans les années 30, c'est la construction d'une idée touristique vers les Antilles. Et comme on l'a fait en Méditerranée, on va parler de Méditerranée américaine, c'est-à-dire qu'on va utiliser les artistes, notamment les peintres, les sculpteurs, les photographes, les architectes, etc., pour créer un rêve des Antilles depuis Paris. Alors on voit bien que ça a marché, mais là on est dans le début, dans les prémices, et donc cette grande exposition coloniale va être, on va dire, le début du scénario. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle La croisière du tricentenaire, construction d'une fiction transatlantique, c'est-à-dire qu'en 1935, on va écrire le scénario qui aujourd'hui vous fait encore rêver. Voilà. On va construire les bases de ce scénario. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est au cœur de cette recherche-là que, bien sûr, en tant que chercheur, je dépouille la presse, je vais aux archives, donc c'est une dizaine d'années, alors là ça fait 14 ans de recherche, et je découvre dans la presse une affaire, enfin un titre d'un Antillais, Ange Soleil, qui aurait tué sa femme. Intéressant. On est en 1935, février, c'est pas tout à fait encore le tricentenaire, mais en tout cas on est le début de la préparation. Alors bien sûr ça rentre pas tout à fait dans le cadre de ma recherche, c'est un peu à côté, mais je suis surtout passionnée de polar. Depuis l'enfance, j'adore la littérature policière, et dans mes rêves où j'aurai un petit peu de temps pour écrire quelque chose, je me dis que je rêverais d'écrire un roman policier. Donc à la base, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que j'avais repéré ce crime, sans vraiment avoir regardé ce que c'était. Je l'avais vu. Et donc il y a en 2019, voilà, 2020, je ne sais plus quand j'ai soutenu mon HDR, c'est très récent, voilà, peut-être il y a 2-3 ans, je me dis ça y est, j'ai fait, voilà, l'HDR c'est une deuxième thèse qui permet d'être professeur. Voilà. Donc c'est un énorme travail. Je me suis dit, ben voilà, je vais me faire plaisir,
je vais en faire le roman pendant les vacances. Et donc, je pensais utiliser cette base pour écrire quelque chose de plus libre et faire un vrai roman. Voilà, avoir un contexte, quelque chose. Mais quand on est chercheur, on est obligé d'aller aux archives. Et j'ai voulu aller regarder ce que c'était. Voilà, ça a commencé comme ça, et je suis, comme j'ai été 6 mois au musée du Quai Branly, c'était avant, j'étais 3 mois à la Villa Vassiliev, parce que voilà, pour travailler sur les femmes artistes, je prends un petit peu de temps pour aller aux archives de Paris. Et donc j'y vais 2-3 fois, et le dernier jour, j'obtiens le fameux, le fameux dossier, donc qui est l'archive du dossier d'assises de l'affaire Ancholeil, du parquet du tribunal de la Seine, archives de Paris. Donc ça a été assez long pour l'avoir parce que c'est un dossier, il faut avoir des autorisations pour le consulter, et on m'a dit, est-ce qu'il y a un crime d'enfant dedans? J'ai dit non, bon c'est bon, vous pouvez le voir. Donc vraiment, oui, c'est quand même délicat. Alors ça a commencé comme ça, mais vraiment je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ce... Voilà, j'avais déjà un peu dépouillé la presse, mais sans avoir une réelle idée de l'ampleur du sujet. Et effectivement, alors vraiment la petite anecdote, l'archiviste vient me porter le dossier, on me met dans une salle un peu à part parce que c'est quand même un dossier d'assises. Elle ouvre le dossier et à l'intérieur du dossier, il y a des grands cartons de photos. Et là, on crie toutes les deux, ah, quelle horreur! Voilà le corps découpé de Madame Ancholeil, Séverine, qui est la victime. Et voilà, donc ça a commencé assez fort, où je suis historienne de l'art, je n'ai pas l'habitude de travailler sur ce type d'archives. Et maintenant, je trouve que ce sont des archives exceptionnelles, une richesse incroyable. Et je suis face à quelque chose entre le roman, le goût du polar et puis la réalité, c'est autre chose. Donc j'ai peu de temps, comme je suis de passage, j'ai plein de photos, et le mois d'août arrive, je suis en vacances, sur la plage des Trois-Îlets où je vis, je commence à ouvrir le dossier, et là je peux vous assurer que j'ai eu peur, parce que, comme je vous l'ai dit, la réalité, je peux vous dire que pendant une quinzaine de jours, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment écrire ce livre? Parce qu'on est là face à des vrais gens, on voit de la souffrance, de la violence, du meurtre, alors vous allez voir quelques photos, je ne vous ai pas mis la victime, vous inquiétez pas, je n'ai pas voulu la prendre en photo, je ne voulais pas avoir son image, je voulais avoir quand même une certaine distance. Mais en tout cas, pendant les 15 premiers jours, je me suis posé la question de la légitimité de faire ce travail. Une fois que j'ai remis un petit peu tout dans l'ordre, parce qu'un dossier d'assises, c'est gigantesque. Voilà, donc ici vous avez la couverture, c'est vraiment un dossier grand comme ça. Et c'est d'une richesse incroyable en fait, vraiment en termes de... Donc à l'intérieur vous avez l'enquête de police, vous avez tout, l'expertise scientifique, les photos du crime, les photos des pièces à conviction, les lettres, toutes les auditions des témoins. C'est d'une richesse, pour une chercheur. Et en plus, ce sont des voix, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On va dans l'intimité des gens, on remonte dans les années 30. Alors, l'avantage, c'est que ça faisait 15 ans que je travaillais sur ce Paris noir, celui des cabarets, celui des paillettes. On savait qu'il y avait les cabarets entiers, on imaginait des choses, mais là, on est dans la vraie vie des gens. Et on n'est pas dans un monde de paillettes, on est dans un monde de la précarité. On a alors la précarité, mais qui quand même des Antillais qui, même si ils ont des métiers modestes, cuisiniers, beaucoup de chômeurs, après c'est les petits gens en fait qui sont là, ils vont se retrouver dans un lieu que je découvre, qui est le Café Boudon, et en tout cas c'est là où se retrouve, où va danser Séverine et Ange, son époux. Voilà, donc petit à petit je remonte, et puis après ça allait mieux. À un moment donné, j'ai pu rentrer dedans. Et le travail que j'avais accumulé pour le contexte m'a énormément aidé. Donc j'ai essayé de faire un vrai travail de chercheuse. Je me suis posé la question, est-ce que je fais un roman ou est-ce que je fais un livre universitaire? Comment faire? Comment écrire ça? Parce que, alors j'ai tranché. Je me suis dit que j'allais faire un polar historique avec la rigueur archivistique, c'est-à-dire en, en essayant de sortir le moins possible de l'archive. Voilà.
bien sûr en romançant sur des moments, ce qui me permettait de donner des voix là où il n'y en avait pas, parce que je vais en parler tout à l'heure, mais c'est un dossier où il y a des voix absentes, ou en tout cas obtus, masquées, ce sont les femmes, bien entendu, parce qu'on est dans un contexte où les femmes n'ont pas la parole, où elles sont moquées. Voilà, c'est très clair. Et donc le roman m'a permis de leur donner une place, même pendant le procès, elles n'ont pas de voix, elles ne sont pas là. Voilà, donc ça c'était important. Et puis, donc à l'arrière de l'archive, bien sûr que j'ai supplé avec de la presse, l'analyse des photos parce que c'est aussi mon domaine d'histoire de l'art. Voilà, et puis aussi un gros travail de généalogie, c'est-à-dire que dès que je découvrais un nom dans le dossier, j'essayais de voir qui était la personne, quelle était sa trajectoire, quand elle était née, où elle était née, si on avait une suite. Voilà, c'était important de savoir ce qu'étaient devenus ces gens. Pour mieux les connaître, avec différentes sources. Par exemple, pour les hommes, les dossiers militaires qui me permettaient de savoir à quoi ils ressemblaient, même si la presse a beaucoup nourri, parce que vous allez voir que c'est une affaire qui a été très médiatisée, on a beaucoup de photos, donc ça m'a aidé. Mais en même temps, avec voilà, cette écriture polar que j'aimais. Voilà. Donc en m'obligeant à ne pas mettre une note de bas de page, qui est très bien, mais c'était ce que je voulais. Et en même temps, c'était aussi pour toucher un autre public, c'est-à-dire écrire l'histoire, mais autrement. C'est-à-dire, voilà, pour que ça touche un plus grand nombre, et pas voilà, un petit comité comme on a l'habitude à l'université. Et j'ai vu que, voilà, que ça a vraiment fonctionné, puisque je crois qu'il y a des, en fait, je pense qu'il y a des moyens d'enseigner, je suis enseignante, il y a différents moyens, on a plein de supports, et je trouve que le polar, surtout pour un sujet comme celui-ci, se prêtait parfaitement à la thématique et au côté sombre de cette histoire. Voilà, c'était vraiment, je pense, que le genre littéraire le plus adapté pour cette histoire. Mon collègue qui est dans la salle, Eric Noël, qui a relu qui a été un des premiers lecteurs, m'a parlé d'ambiance électrique. J'ai remis ce terme au début parce que c'est vraiment ça, c'est électrique. Mais une électricité qui, vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment ça. Alors donc, le livre, je vais vous raconter un peu sans vous raconter trop. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Le livre, classiquement, en tout cas, comme moi j'aime bien lire dans les polars, débute, vous allez voir, par la découverte du corps. C'est souvent comme ça que ça débute. Donc c'est le jeudi 21 février 1935. Alors, alors, quelques archives, vraiment j'ai sélectionné, je ne vous ai pas mis des choses horribles. Voilà, c'est la découverte du corps par le concierge. Donc on est à Aubervilliers, dans un HBM, donc ce sont les premiers HLM, dans une, on est 140 rue des Cités, il fait froid. Et voilà, c'est vraiment comme ça que quand on lit le dossier de police, ça commence comme ça. Et puis dans la presse également. Donc c'est le gardien d'immeuble qui s'appelle Monsieur Bourgeois. Alors là on a la photo, je l'ai eu dans la presse, je le vois très bien. Il n'est pas content parce que les propriétaires, enfin les locataires de l'appartement, qui est donc un HBM, vous avez ici le plan de l'appartement, n'ont pas payé le loyer depuis longtemps et il a réussi à faire qu'il récupère le lieu pour d'autres locataires. Il doit nettoyer voilà. Et quand il arrive, c'est l'horreur, c'est dégoûtant, le mobilier, si vous voulez, ça me fait peur, j'enlève. Moi je me suis habituée un peu. Bon. C'est ça, il y a des détritus, c'est ce que j'ai pu lire. Il y a quelque chose, quoi. Alors il balaye, et puis il y a un lit métallique, il en a marre. En plus, comme il y a l'électricité qui a été coupée parce que les anciens locataires n'ont pas payé, il fait très très froid, il a envie vite de finir sa tâche. Et puis il remarque, alors là vous voyez au fond, une espèce de banc en ciment, mal cimenté.
il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça ne correspond pas au modèle d'appartement. Et puis il essaye de gratter, il passe le balai, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et il commence à voir qu'il y a quelque chose qui... Alors il essaie de soulever la plaque, il n'y arrive pas, et donc il appelle d'autres voisins qui sont là, et c'est comme ça qu'en ouvrant la malle, hop, il découvre le corps, enfin une main qui sort, une main avec une bague. Alors ça c'est très important, parce que c'est une bague, c'est une femme mariée, voilà, une bague et un squelette coupé en 8 morceaux. Voilà, d'une femme, et là, horreur, cri, voilà, ça commence comme ça. C'est l'ambiance polar. Et après, comme j'aime beaucoup, il ne s'agit pas de faire un récit chronologique ou linéaire, voilà, à la manière universitaire. J'ai voulu faire un saut dans le temps et voilà, et revenir à essayer de comprendre, alors pas l'enfance, mais en tout cas, on remonte en 1930. Voilà, je vous donne vraiment les clés des 2 premiers chapitres pour ne pas vous en dire plus. On est au jardin d'acclimatation, une jeune femme d'une vingtaine d'années, 25 ans, Marie-Jeanne. Alors on se dit, est-ce que c'est cette femme Marie-Jeanne, qui attend son amoureux au jardin d'acclimatation. Elle vient de la campagne française. Elle a 25 ans, elle n'est pas mariée, ses parents s'inquiètent aussi pour son avenir, puisqu'à 25 ans, ne pas être mariée en 1930, il faut le justifier. Et elle est très amoureuse. Elle a rencontré un beau Martiniquais qui fait des études de notaire, qui a une famille aisée, qui vient d'une famille aisée. Et elle imagine sa vie avec lui, même s'il est métis. On est dans une période où ce sont les vieilles colonies et on peut croire, en tout cas elle croit à un bel avenir avec lui. Elle est très amoureuse parce qu'elle ne connaît pas les choses de l'amour. Et lui l'amène danser, enfin il est plein de folie pour elle, qui est très 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 stricte. Alors je vais peut-être, je vous montre quand même, avant d'aller plus loin, voilà la pièce quand les commissaires arrivent, mais je vais revenir dessus. Alors ne regardez pas de suite, je vais essayer de vous trouver Marie-Jeanne. Je l'ai mis trop loin, Marie-Jeanne. Qu'est-ce que j'en ai fait? Marie-Jeanne. J'ai oublié. Si, elle est là. Ça dévoile déjà un peu l'histoire, mais voici Marie-Jeanne. Voilà, c'est Marie-Jeanne, elle est très amoureuse, et puis voilà. Et en fait, ça nous amène, cette histoire, à un premier procès. Et là, on découvre le personnage qui est Ange Soleil, qui a un nom qui fait rêver, et qui avait été déjà condamné en 1931 pour bigamie, puisqu'il avait épousé Marie-Jeanne, mais sans lui dire qu'il était déjà marié avec une Martiniquaise qui s'appelait Séverine. Et autant dire que Séverine et Marie-Jeanne n'ont absolument rien à voir. Séverine, c'est une jeune fille de la campagne, très modeste, très pieuse, et Séverine, elle, c'est une danseuse exotique, une danseuse martiniquaise aux Folies Bergères, très élégante, et en même temps, d'après ce qu'on lit d'elle, elle a beaucoup de caractère, hein, c'est une martiniquaise, et elle évolue dans le milieu de la nuit, donc il ne faut pas qu'elle se laisse faire. Voilà, c'est un peu les opposés. Et voilà, donc ça commence avec ce premier procès pour bigamie. Alors, je ne peux pas trop vous en dire. Ce Ange Soleil va être condamné à 1 an, 2 ans de prison. Et ça va déjà faire la une de la presse. Alors, et c'est là où on découvre déjà que c'est un menteur, puisque le rêve de Marie-Jeanne n'existe pas. Il n'est pas du tout issu d'une grande famille, voilà, il n'est pas du tout étudiant pour être notaire. Effectivement, il travaille bien au jardin d'acclimatation et le personnage est déjà trouble, puisqu'il il est impresario d'une troupe, ce qu'on appelle une troupe nègre, qui font. Alors lui, il est habillé dans son costume. Alors vous allez voir que dans le livre, c'est très important son costume, de civilisé, de vieille colonie, et donc il fait l'assimilé, le sachant face à des Africains mangeurs
voilà, donc on imagine c'est une attraction. C'est 3 amis africains en réalité, enfin 3 amis qu'il a rencontrés au Café Vision. Ils se sont dit qu'il y avait de l'argent à faire parce qu'on est en 1900, vous voyez, 1930-31 avec tous les autres humains. Ils se disent, oh là là, alors ils sont là, on est des sauvages, tout le monde crie, ouais, et puis le Martiniquais, mais oui, moi je suis signé. Voilà, ça marche comme ça. Il raconte qu'il se fait plein d'argent. Et en fait, dans Cholet, c'est toujours, quand on voit un peu sa vie, c'est toujours des astuces pour gagner des choses. Il est danseur mondain, certainement, voilà, j'en appelle ça, gigolo. Enfin, il est partout. Il est partout, il a plein de casquettes, il veut se faire de l'argent, il collectionne les femmes, il leur ment en fonction de ce qu'il peut en tirer, il va s'inventer une vie. Et en fait, vous allez voir que dans le livre, on découvre une personnalité perverse et narcissique qui cloisonne tout. Dans le dossier, alors ce qui est formidable dans le dossier, c'est qu'on défait les vilains secrets dans le soleil, on découvre toutes ces phases, en tout cas une partie de ces phases, parce qu'il y en a peut-être d'autres, et donc j'ai retrouvé à peu près 5 maîtresses, et voilà, et à chaque fois j'ai essayé de voir ce qui était arrivé. Alors il y a donc sa femme qui a été tuée, hein, donc je n'en dis pas trop. Et puis la plupart, je pense que Marie-Jeanne, elle s'en est pas bien remise. Elle s'est mariée après, mais 15 ans plus tard. Et Marcel et comment elle s'appelle, Marcel et puis parce que c'est tous des M. Marcel et Madeleine. Moi, je me demande même si elles se sont pas suicidées. Pour vous dire que c'est en tout cas, dans le dossier, on voit bien qu'elles sont extrêmement fragilisées par cette affaire et que la médiatisation et le choc qu'elles ont vécu ont été très intenses pour ces femmes. Voilà, alors ça c'est la première partie. L'idée de cette première partie, ce comeback, c'est vous perdre un peu aussi. C'est pour perdre le lecteur. À un moment donné, vous allez voir qu'Ange Soleil, il est le matin, vous allez voir qu'il se bat avec un homme. Enfin, je vous en dis pas plus. On ne sait pas pourquoi, on le saura plus tard. Mais ça montre les ingrédients de la préméditation. Voilà, et puis donc, cette première partie nous amène à une deuxième partie, c'est le début de l'enquête. Voilà, le début de l'enquête, où on revient à Aubervilliers. Donc le bourgeois a appelé la police, le commissariat d'Aubervilliers. Et c'est là ce qui a été assez extraordinaire dans ce dossier, c'est qu'à chaque fois que je trouvais un nom, je me disais mais c'est pas possible, pas lui. C'est-à-dire que là, dans le dossier, vous avez toutes les stars de l'époque. Le commissaire de police, c'est Marcel Guillaume, qui va inspirer le commissaire Maigret. Donc c'est une des affaires du commissaire Maigret qu'on n'a pas perçue, qu'on n'a pas vue. Alors lui, ça je l'ai vu plus tard, j'ai pas saisi que c'était Marcel Guillaume de suite, bêtement. Le juge d'instruction, c'est Edmond Lanoir. Alors pour l'époque, c'est vraiment le juge d'instruction très célèbre, puisque c'est lui qui avait instruit l'affaire Nausière. Et on est dans le prolongement, c'est quelques années après l'affaire Nausière. Alors, on s'aperçoit que le médecin légiste, c'est la star de l'époque. Juste il y a un médecin légiste là qui est très connu, qui fait toutes les télés, mais c'est pareil pour les couples, c'est le docteur Paul. C'est lui qui a été le médecin légiste pour l'enquête sur Landru. Enfin, il a fait tous les grands criminels de l'époque. Il est très connu et apparemment il avait quand il est dans les procès, il s'est parlé, enfin il a une locution forte. Voilà, et petit à petit je découvre qu'on a là vraiment tous les ingrédients pour une médiatisation incroyable. Et ce qui est le cas, c'est-à-dire que comme c'est l'époque, on adore les crimes, on fait des chansons, on fait des épisodes, et là, cette histoire qui est juste incroyable pour la presse, on a tous les ingrédients pour faire un coup médiatique, et on voit bien comment ça va. Voilà, une instrumentalisation de ce crime, à la fois parce qu'il est, parce que la figure du criminel et de la victime sont exotiques, entre guillemets, en tout cas perçues comme telles. Et on voit bien comment ça aussi va faire monter le racisme
et comment ça va être instrumentalisé par les politiques qui vont se mêler de cette histoire. Voilà, alors, dès la découverte du corps, on voit, un peu comme aujourd'hui, hein, les journalistes qui vont sur place, qui enquêtent, ils n'ont pas assez, c'est pas grave, ils vont dire, voilà, il faut qu'ils fassent leurs papiers, les couvertures, alors c'est ce que vous avez. Et on se dit à cette période-là, vous voyez, les unes de Police Magazine, de détectives, bon ça c'est la presse criminelle, mais on a aussi toute la presse parisienne et même nationale et internationale. J'ai vu qu'on parlait de l'affaire en Soleil même en Allemagne, et en Allemagne, il y a une portée particulière, on est dans la montée, vous voyez, du fascisme, et on est dans une situation extrêmement tendue à cette période-là. Donc c'est pas rien que cette affaire touche l'Allemagne également. Et on voit bien que très vite on va se saisir de cette affaire où voilà, les journalistes ils n'ont pas forcément beaucoup d'informations, mais ils ont certainement eu accès à la scène du crime parce qu'ils ont des pièces à conviction que les policiers n'ont pas eues. Notamment un certain nombre de photos de la danseuse. En tout cas, ils ont fait une enquête. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que dans la malle, on a trouvé 24 photos de femmes qu'on n'a jamais identifiées. Et très vite, on se dit, voilà, c'est le nouveau Landru. D'où la couverture, Ange Soleil, nouveau Landru. Et là, tous les fantasmes vont naître. Hein. Le noir qui abuse des femmes, la prostitution, peut-être que c'est un maquereau, enfin on va lui inventer une vie assez incroyable. Elle, c'est la pire des prostituées, enfin voilà, en tout cas le début ça va commencer comme ça. Alors l'intérêt d'avoir travaillé sur ces archives, enfin, je vous montre quelques petites choses quand même. Voilà, alors je vous montre. Ici, c'est la pièce à conviction 86. Hein. C'est donc Séverine Soleil, son épouse. Alors Séverine, il y a une enquête de personnalité qui va être faite sur elle. Je dirais que c'est le côté pile de Séverine. C'est l'image qu'elle va se donner. Ici, on est un peu c'est une carte de visite, hein, puisqu'au dos, c'est une carte postale où, comme elle est danseuse, je pense qu'elle donnait des photos d'elle. Et elle est très sage, on la voit avec sa petite chemise blanche, sa petite veste noire. Je pense que, voilà, les cheveux plaqués. Mélanie, c'est Nita. Voilà, c'est Nita, voire même. Victoire Ranjo, j'ai oublié son prénom. Victorine Ranjo, je ne sais plus comment. En tout cas, elle a plein d'identités. Et là, vous avez ici la pièce à conviction 87, qui est certainement la photo du mariage, la photographie des jeunes époux à Paris. Alors, il faudrait vérifier, peut-être au jardin d'acclimatation, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui semble être une photo comme ça d'un jeune couple est en fait très pensée, très puisque vous voyez en couleur juste, vous avez une fleur, une marguerite, et on voit bien que c'est une photo construite. Voilà. Et on voit déjà que Séverine est la seule à regarder le photographe, tandis que déjà en soleil, elle le regard un peu baissé. Voilà. Et elle nous montre toujours sa fameuse bague, hein, parce qu'elle est très amoureuse de son mari. Et elle va, toute sa vie, elle va pardonner les violences de son mari. Ce n'est pas des violences physiques, mais des violences psychologiques. On est là dans un phénomène d'emprise avec son mari, où bien sûr elle va... au début, au premier procès, elle va dire s'il ne me tue pas, c'est moi qui vais... Enfin, elle sait déjà qu'elle va mourir, en fait, elle le dit. Hein, elle dit il va me tuer, voilà. Et très certainement, là, on est sur un cas de féminicide assez classique. C'est-à-dire qu'elle a enfin pris la décision de le quitter. Voilà. Chose qu'elle avait faite plusieurs fois. Il n'a jamais pris au sérieux parce qu'il lui faisait du chantage affectif, des menaces au suicide. Et puis, quand elle
vraiment pris la décision, et ben, ils l'ont tué. Donc, c'est vraiment un classique. Sauf que comme elle appartient à un milieu de la nuit, prostituée aussi, hein, mais prostituée, alors pas forcément pour... il n'est pas son macro, mais elle fait bouillir la marmite, hein, parce que c'est quand même un feignant professionnel. Voilà, elle se prostitue. Elle est obligée de se prostituer. Et puis aussi pour garder un train de vie, c'est-à-dire que c'est deux fêtards aussi. Hein. Ils sont tout le temps dans les paillettes, ils sont dans les cabarets, ils rêvent de la belle vie, ils veulent avoir des beaux vêtements, et pour ça, ben, ça demande de... Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez juste me dire comment elle a rencontré Mon Soleil et s'ils sont mariés à Paris ou... Alors, ils se marient, en fait, ils se connaissent en Martinique. Ah, d'accord. Ils se connaissent en Martinique. Lui, c'est un métis d'un père inconnu. Voilà, il y a une enquête, on va essayer de trouver. Alors, il y a plein d'histoires sur le père. Et en fait, l'emprise, elle commence dès la Martinique. Voilà. Donc, lui, c'est un très beau jeune homme qui plaît aux femmes, qui sait parler, très intelligent, semble-t-il, très instruit, parle plusieurs langues, très charismatique. Hein. C'est vraiment ça. Elle est folle amoureuse. Donc elle vient... elle est belge, j'ai oublié sa commune. Je crois que c'est Trinité, je crois qu'elle est de Trinité. Je me souviens plus. Bon, peu importe, elle a juste sa mère. Et donc c'est la guerre, hein, puisque la guerre débute, la Première Guerre mondiale. Il est engagé, enfin il part en Afrique et il lui dit que si jamais elle ne le suit pas, c'est un homme. Et donc il l'aime, mais il va avoir des maîtresses. Et sa mère, qui a déjà compris le personnage, lui supplie sa fille de ne pas partir, et elle quitte tout. Et donc elle se coupe de sa famille, il va la faire couper de sa famille. Sa mère va mourir de chagrin, la mère de Séverine, et elle se retrouve en Afrique, où finalement il y a plein de maîtresses, donc elle le quitte en Afrique, elle part à Paris, désespérée, sans sous, elle apprend le décès de sa mère, donc elle a cette culpabilité sur elle, et lui, quand la guerre finit, il se retrouve à Paris, et voilà, avec un chantage affectif, amoureux, il va renouer avec son épouse. Mais ce n'est que ça. Il la quitte, il a des maîtresses, il menace au suicide, elle lui pardonne. Voilà, ce n'est que ça en fait. C'est une femme qui vit, qui pardonne tout et qui vit dans une violence permanente, psychologique. Enfin, on voit vraiment ces mécanismes. Donc ils se connaissent depuis la Martinique, depuis petit. Voilà, donc quelques photos. Je vois bien. Oui. C'est laquelle des deux femmes que tu as découvert la deuxième? Alors cette histoire, mais je veux pas en dévoiler trop, alors c'est ça, mais l'histoire est dingue. C'est pour montrer qu'il est. Enfin, il a peur de rien, quoi. C'est-à-dire que, il vit avec sa femme, alors ils ne sont pas ouverts à ce moment-là, et puis, donc il n'arrête pas d'avoir des maîtresses, parce qu'on découvre qu'il en a une, Madeleine. Et puis un jour, il a rencontré Marie-Jeanne, il se dit, il y a de l'argent à faire. Donc il se fiance avec elle, voilà. Et juste avant de partir se marier avec Marie-Jeanne, il vit avec sa femme, hein, à Paris, il vit avec sa femme. Il dit à Séverine qu'il a besoin d'un costume parce qu'il doit faire un spectacle, il doit partir en tournée. Et donc c'est Séverine qui paye le costume. Il disparaît, elle rentre chez elle, il n'y a plus rien dans le placard, il a fui avec tout l'argent, il a volé des choses, il est parti avec le costume, et il est parti se marier à Foix avec sa... Voilà. Et c'est elle qui, à un moment donné, va trouver un faire-part de mariage de son propre mari avec Marie-Jeanne. Donc elle porte plainte. Elle porte plainte pour bigamie. C'est comme ça que le procès arrive. Et ce qui va nous amener à avoir une lettre de Séverine, qui est dans le livre, où elle raconte, donc elle dépose plainte et elle raconte toute sa rencontre avec Soleil et pourquoi elle l'aime. On voit qu'elle l'aime follement et qu'il la fait souffrir en permanence. Et puis il revient, il dit que c'est un coup de folie, qu'il n'a pas voulu,
c'est parce qu'elle est danseuse exotique, qu'il est tellement malheureux qu'elle lui fasse ça, enfin bon, voilà. Donc elle lui pardonne, et finalement elle va renoncer à la plainte, ce qui va atténuer sa peine de prison. Elle lui pardonne tout le temps. C'est comme ça voilà. Et on sait par exemple que quand on va découvrir le corps de Séverine, en Cholet, une fois qu'il a tué Séverine, il va le soir même téléphoner à une ancienne, un pneumatique, il va envoyer un pneumatique à une ancienne maîtresse, Madeleine, ici j'ai trouvé donc, une lettre qui est versée dans le dossier, Mado, qui est une ancienne maîtresse à lui, en lui disant que finalement il a quitté sa femme, il a besoin d'un toit, qu'il est très amoureux d'elle, et pendant 6 mois il va vivre en lui faisant croire qu'il s'en fout, qu'il est fou amoureux d'elle pour avoir le logis, le couvert, etc. Voilà, ça c'est le cas de Madeleine, mais qui est folle amoureuse. Madeleine c'est une veuve. Il s'attaque aux jeunes femmes et aux veuves. Oui. Et entre-temps, il s'était divorcé de Marie-Jeanne et il avait coupé les Ah, de toute façon, ça s'est annulé. Une fois qu'il y a eu le procès. Il n'y a plus de lien avec elle. Alors, ce qu'on sait, c'est que Marie-Jeanne a tenté de se suicider. Parce qu'il faut imaginer une jeune fille très catholique. Parce qu'ils sont allés loin quand même. Ils ont consommé. Donc, pour eux, c'est la distance. Ça a été très violent pour elle. Et elle a quand même été au procès, elle a pu témoigner. Mais à la fin, il a quand même réussi à lui retourner la tête puisqu'elle lui pardonne. Ah, elle lui pardonne. Et aussi, elle lui pardonne. Alors elle se remet pas en couple, mais voilà, c'est toujours le pauvre, il sait pas ce qu'il fait, c'est peut-être à la guerre, il a peut-être eu. Il est si gentil. Alors si vous voulez, c'est le profil type du pervers. ouais. Il est charmant. Donc, vous allez voir l'enquête de police, tout le monde le décrit comme un homme, mais charmant. Il est intelligent, il est gentil, il porte les courses à tout le monde. Tous les voisins le trouvent formidable. Voilà. Donc, et Séverine, qui se plaint parce que son mari le trompe tout le temps, elle passe pour la mégère de service. Donc, au procès, vous allez voir, il va très bien s'en tirer, parce que finalement, tout le monde va parler de manière positive pour lui. On est dans le patriarcat absolu. Et tout le monde, et ses maîtresses vont dire, oh, mais quand même, il était d'un amant, il était si gentil. Et toutes ses maîtresses vont venir parler positivement sur lui. Voilà. Donc il s'attaque. Donc il y en a une petite qui s'appelle Madeleine, c'est pour elle que j'ai le plus. Ça m'a touchée en fait de voir leur profil. Elle a 19 ans, toute jeune veuve. Alors Madeleine, elle avait épousé un Guadeloupéen qui est mort très vite après le mariage. À cause de ce choix de vie, elle avait perdu sa famille qui ne voulait plus lui parler. Donc elle avait fait ce choix. Donc elle est isolée, veuve. Elle est accueillie dans la famille proche de son défunt mari. Et c'est là où elle rencontre le monstre. Voilà. En Cholet, qui de suite va voir la proie, va la séduire, va l'isoler, pour essayer de se marier avec elle, encore une fois, parce qu'à chaque fois il demande de l'argent. Il me faut un costume, il faut manger. Alors c'est pas des grosses sommes, hein. Il se fait entretenir et un peu d'argent pour les paillettes. Donc voilà. Il y a une autre maîtresse qui est guyanaise, qui est mariée et qui elle va tout perdre parce que son mari va découvrir qu'il est trompé. Et il y en a plein comme ça. Voilà, alors j'ai noté, il y a Marie-Jeanne, Madeleine, maîtresse numéro. Alors Marie-Jeanne c'est la seconde épouse. Madeleine c'est la maîtresse numéro 1 qu'elle rencontre dans les balnéaires. Donc c'est pareil, c'est une jeune veuve qui a un enfant et qui croit qu'avec un Cholet, elle va pouvoir refaire sa vie. Donc il y a Marcel, la petite jeune, alors c'est Marcel, la petite jeune, qui est la veuve d'un Guadeloupéen. Il y a Yvonnette et 24 photos. Voilà. Alors au-delà de ce dossier, je vous ai dit qu'il y a une dimension politique qui se joue. Déjà parce que, comme je vous ai dit, il y a une instrumentalisation médiatique de l'affaire qui va inonder la presse, donc la presse policière et la presse nationale et internationale.
mais aussi il y a des enjeux qui vont se jouer en 1935 avec, on va dire, des discours politiques qui vont se croiser autour de cette affaire. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a une affaire criminelle, on a la droite, l'extrême droite, le parti au pouvoir qui sont les radicaux socialistes à l'époque, et puis le SFIO, on va voir pourquoi. Alors l'extrême droite oui, c'est encore le péril noir, on va parler de péril noir, tous ces noirs qui sont là, ces cabarets où ils sont, voilà, où ils boivent, c'est dangereux. Et puis les femmes, ces femmes qui sont, parce qu'on est sur des couples mixtes, j'en reparlerai. Ce sont des vicieuses, des perverses, elles ont choisi d'être avec des noirs. Alors voilà, elles le payent bien. Voilà, donc ça c'est là, c'est ce qu'on va avoir, ce qu'on va appeler le péril noir. Le Parti radical socialiste, lui, prépare le fameux tricentenaire, avec le député de la Martinique, Henri Lévry et Gratien Candas, qui sont là, oulala, mauvaise presse. Et d'une certaine manière, ils préparent le tricentenaire, donc ils vont essayer d'étouffer l'affaire. Et c'est pour ça qu'on va au contraire, vous voyez, montrer des images très positives, très valorisantes des Antilles pour calmer l'affaire et avoir un contre-discours politique pour apaiser les tensions à ce moment-là. Et le parti SFIO, pourquoi? Parce que l'avocat d'Ange Soleil, à sa demande, donc c'est Maître Temps, mais surtout un jeune avocat qui est Maître Édouard Monville. Alors, je vais vous montrer les photos. Voilà, alors ici vous l'avez ici, qui est un jeune avocat martiniquais à peine de 20 ans, qui est étudiant à la Sorbonne, ami d'Aimé Césaire, et qui est membre du parti SFIO et qui sera l'avocat d'Ange Soleil. Et qui voit en lui, alors il faut comprendre aussi la vision qu'on a, que la communauté antillaise a d'Ange Soleil. Je vous ai dit, c'est un gars, il a 30 ans, très cultivé. Pour nos jeunes, certainement Aimé Césaire l'a connu dans les cafés, dans les cabarets. C'est un homme, Ange Soleil, qui était charismatique. Il parle plusieurs langues, il a fait la guerre. On imagine des jeunes de 18 ans, Aimé Césaire et les autres, qui sont, admiratifs de cet homme. Il collectionne des femmes, voilà, il a une aura. Et donc quand il va être accusé, la vision qu'on va avoir, en tout cas portée, c'est encore on attaque les pauvres gens, c'est une honte, et on ne peut pas croire qu'Ange Soleil a fait ça. Voilà. Donc on a vraiment, c'est toujours les bourgeois voilà, et les classes populaires. Alors on a ces trois discours qui se mêlent, mais le discours dominant, c'est vraiment le discours politique du parti en place, qui sont les radicaux socialistes, qui vont essayer vraiment d'étouffer l'affaire. Alors, pourquoi je vous parle aussi de ça? Parce que, alors voilà, Édouard Monville, 1935, donc 21 février 1935, la découverte du corps, mars 1935, premier numéro de l'étudiant noir, créé par Aimé Césaire. Donc cette revue à la Sorbonne, de cette association d'étudiants noirs qui s'appelait cette revue l'étudiant martiniquais, dont faisait partie Édouard Monville, puisqu'il tenait des chroniques journalistiques. Et ce n'est certainement pas un hasard que vous voyez que le premier numéro est publié au pic médiatique de l'affaire Soleil. Et ça, on ne l'avait jamais perçu. Et je suis certaine que pour Aimé Césaire et les jeunes qui sont directement touchés par cette affaire, parce qu'il faut imaginer les descentes de police, on a le commissaire Marcel Guillaume, le juge d'instruction qui sont partout dans les lieux antillais, on le voit bien, les journalistes dans les cabarets, à Aubervilliers, il y a des descentes, il y a toutes les auditions, mais je vais en reparler. La communauté antillaise a peur, il y a une omerta qui se crée, protectrice. Et la presse s'emballe, on est au début de l'affaire. Et très certainement, Aimé Césaire et ses amis vont
sentir le besoin d'avoir un contre-discours dans l'étudiant noir où justement il va poser les bases de la négritude et surtout critiquer l'assimilation qu'il perçoit comme une folie. Vous voyez? Et on verra plus tard que Ange Soleil est, on va dire, l'emblème même pour les jeunes de l'assimilation. Donc ce n'est pas un hasard que ce journal parle. Et aussi, quand on le lit, une des revendications des jeunes, ce sont les bourses. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'on oublie la cause antillaise avec cette affaire. On a très peur de perdre les bourses, on a très peur de ce qui peut arriver à cause de cette affaire. Et donc je pense très certainement qu'il y a eu cette volonté-là, très vite, de répondre à cette pression politique qui débutait à cause de cette affaire. Et là, c'est un peu la magie de la recherche. Peut-être pas je déborde, puis après je vous laisse une question. Je suis à la fin de mon livre, je l'ai écrit assez vite. Et je ne sais pas pourquoi, vous savez, parfois on est sur Internet, on tape des mots. À ce moment-là, je suis à Paris, je suis en train d'écrire ma conclusion, qui est en fait une sorte de petit article scientifique. Quand même, je me suis dit, on va reprendre les bases avec quelques notes de bas de page. Je tape sur Internet, Ange Soleil, Aimé Césaire. Juste comme ça. Et là, crac. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ange Soleil. Je lis, vous voyez, Cahier d'un retour au pays natal que j'ai lu, il y a fort longtemps. Et là, je vois Soleil, Ange frisé du soleil. Je commence à lire le passage, je vais vous le lire. Obscène gaiement, très doudou de jazz, sur leur excès d'ennui. Je sais le tracking, le lindy hop et les claquettes. Pour les bonnes bouches, la sourdine de nos plaintes enrobées de guagua. Attendez, tout est dans l'ordre, mais mon bon ange broute du néon, j'avale des baguettes. Ma dignité se vautre dans les dégobinements. Soleil, ange frisé du soleil, pour un bond par-delà la nage verdâtre et douce des eaux de l'abjection. Mais je me suis adressée au mauvais sorcier. Sur cette terre exorcisée, larguée à la dérive de sa précieuse intention maléfique, cette voix qui crie, c'est Séverine, lentement enrouée, c'est comme ça qu'elle est morte, vainement rouée, il n'y a que les fientes accumulées de nos mensonges. Victoire, deuxième prénom de Séverine. Alors elle est morte d'un coup de bouteille sur la tête, mais l'autopsie n'a pas permis de savoir si elle n'avait pas été étranglée derrière. Très certainement que la communauté antillaise a eu la suite de l'histoire, et vous voyez, il dit qu'il s'est fait avoir par le sorcier. Vous voyez, moi je pense qu'il a... Voilà. Les vaincus sont contents, joyeuse puanteur les chants debout. Par une inattendue et bienveillante révolution intérieure, j'honore maintenant mes laideurs repoussantes. Donc, moi, mon analyse, c'est que, comme beaucoup d'Antillais de l'époque, il a très certainement soutenu Ange Soleil parce qu'il y a cru. Et puis après coup, comme il s'en tire bien Ange Soleil, il a dû redire des choses. Et il s'est après coup rendu compte qu'il a soutenu un criminel. Et quand il parle de victoire, avec toute la finesse d'Aimé Césaire, c'est Séverine. C'est au prix de la mort de Séverine. Ils ont protégé un criminel pour la communauté antillaise. Volontairement ou pas, certainement. Et on peut imaginer le mien par Édouard Mobile, puisque ce sont des jeunes qui se connaissent. Alors je ne sais pas s'ils sont amis, mais en tout cas ils se connaissent. Ils se fréquentent. Et on voit bien que ça le travaille, puisqu'on le retrouve dans... Voilà. Donc à ce moment-là, je contacte le spécialiste d'Aimé Césaire, parce qu'on me donne son nom, et je me souviens, en pleine nuit, je lui fais le message, il me répond « Oh là là là, on n'avait jamais vu ça. Mais oui, incroyable. » Il dit « Mais vraiment, on n'avait jamais compris que c'était ça. » Donc je lui envoie mon livre, il me dit « J'entends, alors j'ai vu par mail, j'ai senti qu'il était... voilà, il était spécialiste américain. J'ai senti que là, c'était vraiment... Il me dit, oui, mais c'est ça, il n'y a pas de doute. Parce que là, c'est vraiment le passage sur la critique de l'assimilation.
Alors c'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu ensuite mettre des interludes qui permettent vraiment de comprendre la noirceur aussi par des textes forts de la négritude. Et quand vous allez lire, il y en a d'autres, petits passages, j'ai mis une traduction de Paulette Narda, j'ai mis Damas. Quand on relit certains passages, notamment, on se dit, mais peut-être on voudrait mettre de l'Anchetelet partout, mais oui, il y a toujours le sang, le crime. Je pense que ça les a énormément choqués, ces jeunes. Voilà. Et après, vous verrez que Anchetelet, il va être emprisonné, il va échapper au bagne ou à la guillotine. Au procès, tout le monde va dire que finalement, enfin bon, vous allez voir, il s'en sort très très bien et il va sortir à l'âge de 50 ans. Oui. Mais du coup, en fait, si j'ai bien compris, au moment du procès, quand Aimé Césaire et ses camarades soutenaient Ange Soleil, ça veut dire que c'était pas encore prouvé qu'Ange Soleil était tueur, ils ne savaient pas. On ne sait pas que Aimé Césaire est dans la salle et voilà. Oui. Dans cette période-là, c'est pas encore avéré que c'était criminel. Alors, moi je ne vais pas juger une période, et ce qu'on peut savoir, c'est imaginer, c'est quelqu'un que on sent que c'est ce café Boulon, il se retrouve là, c'est une communauté antillaise, lui il a 30 ans, les jeunes ont 18, c'est un ami. Voilà. On ne peut pas imaginer que ce gentil garçon, toujours très poli, toujours agréable, et puis voilà. Il le croyait accusateur en fait. Certainement. D'accord. Et après, on découvre, vous allez voir dans le livre, parce qu'il y a tous les auditions de cette communauté antillaise, on sent les tensions, on sent le racisme, on sent la peur, beaucoup de couples mixtes, alors ça j'étais très étonnée. La famille, personne pour parler pour Séverine, à part sa cousine. Vous allez voir un passage très violent, où à un moment donné, il va dévoiler son visage, un moment bien précis. Et là, c'est terrifiant. Moi-même, j'en ai eu des frissons quand je l'ai découvert dans le dossier. Il montre son vrai visage parce que c'est un masque qui se crée. Et à un moment donné, le masque va se fissurer et on va voir le vrai Anchelet. Et le vrai Anchelet, c'est un homme grossier, méchant. Voilà. Et là, c'est juste une demi-seconde, on le voit. Mais autrement, il a un masque de... Et on voit bien une obsession, vous allez voir aussi, pour l'apparence. Toujours, il faut toujours qu'il soit beau. Même avant son procès, il repasse avec son corps, sa chemise. Il faut qu'il soit impeccable. Donc, il est toujours dans une image figée, toujours de beau garçon, et rien ne dépasse. Donc on peut imaginer que nos jeunes, voilà. Et après coup, on sait aussi, parce que je les ai trouvés, alors ça je les ai pas mis dans le livre par respect pour les victimes, il a aussi un certain nombre de correspondances qu'il a écrites dans sa prison où il est horrible. C'est-à-dire que depuis ça, il a tel pouvoir de malfaisance, cet homme, qu'il envoie des lettres de menaces. Voilà. Donc par exemple, la famille de la victime, il les calomnie. Et là, d'un langage extrêmement grossier. Donc il a à la fois, il y a une omerta, mais en plus il crée il est malsain, quoi. Donc il y a une peur, il y a quelque chose, et les gens ont peur de lui. Il a le bras long, quoi. Voilà, donc je ne peux pas dire que, vous voyez, des jeunes hommes qui connaissent un peu, voilà. Et après coup, je pense qu'ils ont réfléchi, et voilà, il le dit, j'ai été trompé, il le dit, j'en ai avalé des baguettes, et je pense que si on avale des baguettes, ça fait mal. Voilà, c'est un sorcier, il m'a engoûté, quoi. Et puis, il le dit, dans les bois du jazz, on danse, on s'amuse, on fait la fête, et voilà, il n'a pas vu les choses, il n'a pas vu la violence faite sur Séverine, qui devait être aussi une amie. Ça devait être... En plus, il a dit qu'à ce moment-là, pendant un an, parce que le corps va rester pendant un an dans le mal, c'est un an, donc c'est une momie quand il retrouve le corps, et pendant un an, il va faire croire que Séverine est à Nice en train de faire une tournée, et que de toute façon elle a un amant, que c'est une salle... qu'elle le trompe. C'est pour ça que finalement ses amis étaient même désolés pour lui. Donc il ne fait que mentir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur ce que les gens ont eu, voilà, parce que et même Édouard Monville. Enfin, en même temps, vous allez voir que Édouard Monville, c'est un avocat de la défense. Comme tout avocat de la défense, c'est pas beau. C'est pas beau, et vous allez voir qu'il va très très loin, quoi. Voilà. Alors,
pour conclure sur ce livre que j'espère que vous allez découvrir, c'était comme je le dis souvent, pour moi, c'était un hommage à Séverine. Parce que voilà, quand j'ai écrit ce livre, que j'avais des frissons dans le dos, je ne voulais pas réactiver ce qu'avait la médiatisation d'Ange Soleil, puisqu'il a même une pièce de théâtre, il y a eu pas mal de choses sur lui. Il a été fantasmé, je ne voulais pas ça. Et j'ai promis à Séverine de la venger. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais mettre cette photo parce que c'est quand même la photo. Je me suis dit, et après coup, j'ai dit, non, mais si elle a fait cette photo, c'est qu'elle se trouvait belle dedans. Et j'ai pas envie que ce soit la tête du criminel. Je veux que ce soit elle. Ouais. Et ce livre, je l'ai dit à la fin, c'est pour les femmes. Moi, j'ai été touchée par les femmes qui étaient là. Et en Martinique, j'ai présenté le livre à des jeunes femmes qui vivaient des choses très difficiles. Voilà, et je leur ai dit, voilà comment on a toutes les clés de l'emprise, du féminicide, tout est là, et déjà dans les années 30. Voilà, c'est pour les femmes. Et comme je me dis, au procès, elles ne sont pas là. On ne les fait pas parler. Ou alors, si on les fait parler, on se moque d'elles. Elles l'ont bien cherché, les pauvres. Et puis lui, c'est oh là là, quel amant fougueux finalement. Toutes ces femmes, oh là là. Le juge à la fin dit oh là là, mais quel don Juan. Ça finit comme ça. Et la presse finalement, c'était ça l'affaire, un don Juan. Mais finalement, on devrait même l'envier. Puis c'était une prostituée, elle faisait que. Ça finit comme ça. Et c'est pour réparer ça, à la fin je le dis. Et pour certaines voix que je n'ai pas vues, alors à part dans les auditions, Madeleine, Marie-Jeanne et d'autres, c'est juste, voilà, le roman leur permettait de les resituer par la recherche généalogique aussi, parce que c'est pas un crime, mais c'en est plusieurs qui sont là, et c'était ça que je voulais faire passer. Voilà, c'était pour Séverine et pas pour cet affreux Ange Soleil. Oui, j'ai deux observations. Oui. Alors, j'ai commencé la recherche en 2017 sur la période de l'entre-deux-guerres et je travaillais justement sur des journaux d'extrême droite pour comprendre la rhétorique de l'extrême droite et comment s'est construite la rhétorique de l'extrême droite chrétienne et comment aujourd'hui encore cette rhétorique perdure. Et en fait, dans les journaux que j'ai pu dépouiller, on parlait donc très peu de la communauté noire dans les années 30. Et je me dis que là aussi, il y a un champ historique à étudier pour mettre en lumière ces communautés, parce que pour certains, et là je m'appuie vraiment sur ma propre expérience, étant fille de Réunionnais qui ont émigré en France à la fin des années 70, pour moi, d'une certaine manière, l'histoire des musiques antillaises et de la culture antillaise, elle a débuté à partir des années 80 avec le Kassav, etc. Et donc, toute la partie antérieure, pour moi, en fait, il y a une césure, il y a l'esclavage, ensuite il y a la départementalisation, contexte post-esclavagiste, ensuite on ne sait pas trop, et alors il y a quelques figures artistiques noires, mais surtout afro-américaines avec Joséphine Baker, mais les Antillais et les Ultramarins, on ne sait pas où ils sont. Et la deuxième chose, c'est ce phénomène aussi d'emprise qu'ont les artistes envers leur communauté d'une certaine manière, parce que pour travailler maintenant sur la musique contemporaine, ce que j'observe, c'est que pour l'honneur entre guillemets du pays au sens de Pagousse, les Martiniquais, les Guadeloupéens, enfin même les Réunionnais, enfin bref, les Ultramarins, on va soutenir certains artistes qui parfois sont très controversés pour plusieurs raisons, mais voilà, on se dit cette personne elle représente, elle apporte un espoir, et donc on va excuser, et je trouve que c'est justement un effet pervers, parce que ça prend le public en otage, parce que d'un côté ils veulent soutenir parce qu'il y a le rayonnement national, international avec cette personne, mais en même temps
elle a des comportements qui sont extrêmement problématiques. Et donc, comment soutenir pleinement cette personne si en même temps elle est, voilà, elle a des prises de position qui mettent à mal, par exemple, les femmes ou les jeunes. Mais après, on retrouve ça un peu dans d'autres genres musicaux comme dans le rap. Et c'est là où on pose aussi la question, est-ce qu'on fait la distinction, la dissociation entre l'homme de l'artiste, mais cette question-là, on la pose surtout quand il s'agit d'hommes. Mais là, on n'est pas sur un vrai artiste, hein, Ouais. On n'est pas là sur quelqu'un de très il est charismatique pour son petit monde, mais Ouais. après on n'est pas. Voilà, je pense pas que ce soit la. Mais par contre, ce que vous dites, mon cher Ina, alors, pour la question d'entre-deux-guerres, il y a quand même pas mal de travaux, il y a énormément de travaux sur cette période-là quand même. Ça a été assez bien nourri avec les relations. Voilà, il y a on en reparlera, mais il y a une bibliographie abondante sur le sujet qui traite de cet entre-deux-guerres qui est très riche, notamment avec l'Atlantique noir de Gilles Leroy. Après, pour, je ne sais plus ce que vous disiez, sur le. Oui, alors, ce questionnement que vous avez, en fait, il est très contemporain. Voilà, et c'est ça l'intérêt, c'est que on écrit aussi ce livre parce qu'on pose des questions sur le genre, sur les discriminations, sur les violences faites aux femmes. Le mot féminicide est très récent. Donc c'est aussi ma façon d'écrire en 2024 sur une histoire des années 30. Mais là, il faut vraiment se replacer dans les années 30. Qu'est-ce qu'était être une femme dans les années 30? Et c'est là que c'est intéressant, où on voit bien que c'est la toute-puissance du patriarcat. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, elles étaient soumises à un père et puis ensuite à un mari. Et ce qui est assez étonnant dans ce livre, quand on sait ça, c'est que vous allez voir quand même de la liberté. Il y a beaucoup de liberté chez ces femmes. On sent que la plupart de ces jeunes femmes qui vont fréquenter en Cholet et cette communauté antillaise, de femmes blanches, alors je vais utiliser le terme, elles cherchent la liberté. Elles vont danser dans les balles de doudou, les balles bleuées, le bal des moustiques. Elles choisissent aussi, parce que ce qui m'a frappé là, c'est les couples mixtes, ils sont partout. Quand on voit les auditions, on voit des couples mixtes. Et c'est aussi être une femme et faire le choix, à ce moment-là, dans les années 30, avec le préjugé de race, l'empire colonial, d'aimer un noir. Et on le voit très clairement. Donc on est dans une autre période, c'est-à-dire que là, effectivement, ce que vous dites, c'est comment juger. Mais ça, c'est aujourd'hui que, heureusement, la société avance. Et puis, on a une vision, on va poser des mots sur le féminicide, et là, on voit qu'il n'y a aucun soutien aux victimes, il n'y a aucune prise en charge, il n'y a rien, on est vraiment au tout début, voilà, qui fait la part belle aux hommes. Oui, je trouvais d'ailleurs ce que vous disiez, en plus du côté, enfin de l'aspect raciste, etc., il y a la couche vraiment misogynie. Vous parliez de Landru, quand on lit ce qui était dit à l'époque sur les victimes, on se moquait ouvertement d'elles, ce qui nous choque énormément, mais comme c'est un homme qui tue, qui séduit des femmes, ça c'est très drôle. Ça fait fantasmer, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est même pas une question de race, hein. C'est vraiment voilà, Landru, on voit bien qu'il est aussi repoussant que fantasmé, tous ces hommes. On voit bien qu'il y a les mêmes mécanismes là. Il séduit des veuves, il leur fait croire des choses, il les tue pas toutes. Il y en a qui volent, d'autres qu'il va assassiner. Peut-être qu'en Cholet, on est sur le même. C'est pas loin en plus, en deux. Voilà. Et on voit bien comment, à ce moment-là, on adore ce type d'affaires criminelles et comment, à travers les médias, on va héroïser, mettre le criminel, ou alors, à contre-courant,
l'affaire de Losière, elle va être considérée comme. Alors elle va tuer son père, je crois que c'est ça. Voilà, et elle, c'est. Elle tue les deux. Voilà, elle tue tout à fait les deux. On connaît les raisons. Bon, et finalement, elle va être sur toutes les unes. C'est la prostituée, en plus elle sort avec un noir en plus. Alors, c'est la prostituée, elle a bien mérité, on va la condamner. Enfin, les femmes, on comprend aussi pourquoi il n'y a pas de femmes qui viennent témoigner, quoi. Enfin, il faut. Non seulement elles sont moquées, mais en plus devant la presse, il y a tous les journalistes qui se moquent ouvertement. Imaginez ce juge qui dit ah là là, que c'est un Cholet, quel playboy, oh là là, vraiment. Je crois qu'à un moment donné, il lui dit j'aimerais avoir votre vie, quoi. Enfin, et lui, il est fier de ça. Enfin, pour un esprit narcissique. Et ce que j'ai pu voir dans la prison, c'est qu'il est ensuite, il va être le chouchou des gardiens, quoi. Alors il y a un témoignage dans la Seconde Guerre mondiale où on va retrouver Ange Soleil et ils disent que c'est le pire des prisonniers parce que toujours il est très calme, hein, parce que le pire des prisonniers c'est celui qui est calculateur. Il a réussi à avoir la main de l'infirmerie parce qu'il était aussi comptable, un de ses métiers c'était comptable. Et donc c'est lui, il avait trouvé le poste stratégique pendant la guerre, c'est-à-dire celui qui donne les médicaments ou pas. Et donc ça c'est voilà. Donc il y a un trafic énorme et il avait la main sur toute la prison. Voilà, c'est quelqu'un de très calculateur, très froid, et voilà. Donc on voit bien le profil et comment même les avocats vont monter la mayonnaise pour le rendre. Et à la fin, il y a même l'avocat Monville qui part à Fort-de-France, qui va chercher la famille, on essaie de faire passer Ange Soleil pour fou. Puis à la fin, il arrive à trouver soi-disant un témoignage d'une mamie qui aurait connu Ange Soleil petit et qui dit que de toute façon c'est un gentil garçon et que s'il a fait ça, c'est à cause de la vilaine Séverine parce voilà, c'est elle qui le bloquait. Et ça, on n'a aucune preuve, rien du tout, c'est versé dans le dossier, quoi. C'est terrible. Et il n'y a personne qui vient parler pour Séverine, même pas sa famille, puisqu'ils ont été menacés. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre existe, pour notre Séverine, qui avait un sacré caractère. Alors, c'était pas, elle avait plusieurs identités, elle était loin d'être. Voilà. Mais en tout cas, elle essayait d'assumer sa vie et de s'en sortir. Et comment se fait des titres là, Voilà. On va peut-être prendre Oui, un bout avant de questions et puis après, c'est là. je crois qu'en plus il y a des livres à disposition Oui. si besoin. Je les peut-être. Donc justement, bonjour. Bonjour. Quand on parlait des livres, etc., ma question c'était à cette époque, aucun rapport psychiatrique, je suppose que médical, donc si Ils sont dedans. Alors c'est le tout début. Hein, c'est le tout début. Alors il y a eu un rapport psychiatrique au premier procès pour bigamie. Et pas pour le second. Ce qui fait que le procès est ajourné. Bon, c'est assez intéressant. Moi, j'ai ma voisine à côté de chez moi qui est spécialiste, elle est psychiatre judiciaire. Elle a tout lu. Et elle a dit que c'est les prémices. On voit bien comment. Voilà, c'est le balbutiement. On ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de protection pour les victimes. Ils ne savent pas gérer. Bon, c'est pas. Bon, ils voient bien qu'il n'est pas fou, ça c'est sûr, mais ils disent que finalement c'est un gentil garçon. Ah oui, ben oui, c'est ça, c'est un gentil garçon. Et que s'il a tué, c'est qu'elle devait l'énerver un peu, c'est un coup de sang. C'est le fameux passionnel. le crime passionnel. Alors il n'y a pas le mot encore, mais c'est ça. Mais normalement, c'est l'acquittement. À l'époque, c'est l'acquittement. Là, non, parce qu'il avait pas bigamie. Il a fait combien d'années 20 ans. Il fait un peu mort dans la suite, quand même. Mais il s'en sort bien. Parce que moi, je vois la préméditation. Ah oui, la préméditation, elle est nette. Voilà. Ce qui est un peu. Son mobile, c'est juste de se débarrasser de cette femme qui voulait le quitter. Il est plus Moi, d'entretenir. j'ai pas la vérité. Parce que Moi, c'est- voilà, j'ai ouvert. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'impression d'être un juge d'instruction. J'ai tout relu. Après, j'avais des éléments puisque j'avais avancé dans le temps. Moi, pour moi, c'est la préméditation. Il a fait tomber dans un piège.
il y a toujours un point d'interrogation sur les 24 photos. Pour moi, oui, elle voulait le quitter, il l'a tué. D'accord, donc il y On avait ne quitte personne pas pour en soleil. l'entretenir, mais en même temps, je pense qu'il devait y avoir d'autres personnes susceptibles de l'entretenir. Quand même. C'est bizarre. Ils ont une relation toxique tous les deux. Mais les 24 photos, personne n'a reconnu la moindre même pas une seule des femmes des 24 photos. Mais C'est pas 24 qu'il a déjà zigouillé. on sait pas, parce qu'en fait, il y a une descente de police. Alors, c'est toute la partie qui est mise dans les cabarets, etc. Et personne ne connaît Séverine. Ah non, moi je la connais pas. Ah non, non, non. Donc les 24 photos, personne ne reconnaît personne. C'est le monde de la nuit. C'est vraiment l'ouverture. Non, mais 0 sur 24, C'est zéro. quoi. C'est là. C'est là où on se pose des questions. Parce que ça pourrait être, on les a pas toutes identifiées, mais 0 sur 24. Zéro. Et donc, il nous répond que c'est des amis de sa femme. Bon, c'était les photos de ses copines. Donc, on sait bien que non. Et on voit bien, il y a des témoins qui arrivent. On sait qu'il y a des gens qui sont venus voir l'appartement, des femmes qui se sont souciées de. Et personne ne témoigne. Et il y a même, vous allez voir dans le livre, une amie de Séverine, elle ne la connaît pas. On sait que c'est sa meilleure amie. Ah non, non, je ne la connais pas. Non, non, non. Mais c'est le monde de la nuit. C'est Folie Bergère, parce qu'elle travaille avec Folie Bergère, au Lady Théâtre. On ne veut surtout pas que ça fasse des vagues. Donc on ne connaît pas, on ne sait pas. Et Mado, enfin toutes ces autres maîtresses, au procès pour le meurtre, elles n'ont pas témoigné. Mais il y a personne qui aurait porté disparu une de ces 24. Voilà, moi je sais pas, voilà, je sais. Moi je pense que. Faut ouvrir Il y a plein de l'enquête. questions. Il faut réouvrir l'enquête. Dernière question. Mais j'ai pas vu les 24 photos. Oui. Non. Moi, j'ai juste une dernière question. Il n'y a pas de descendants du tout du Alors, Soleil et de voilà. Séverine. Alors là, bon, ils n'ont pas eu d'enfants, à moins qu'il ait eu des enfants, puisqu'il a eu plusieurs maîtresses. Puis en discutant avec donc Cédric, il me dit ah, mais j'ai un ami qui s'appelle Soleil. Alors on s'est demandé. Il y a une enquête à faire là-dessus aussi, alors. Je ne pense pas que ce soit. Voilà, je pense pas que ce soit qu'après il a pu avoir des enfants. Illégitime. Même à Haïti.